Bien, nous continuons notre après-midi et notre Tour de France. Aujourd'hui, nous allons sur la région des Pays de Loire. Alors, tout le monde connaît la Loire, tout le monde connaît son côté parfois indomptable. J'espère que les entrepreneurs et ceux qui sont présents sont beaucoup plus domptables, ou en tout cas, ils ont su faire avec. Je vous invite à accueillir avec moi sous les applaudissements Éric Grelier, qui est le vice-président du Conseil régional, conseiller délégué aux entreprises et à l'international. Benoît Rigaud, le directeur régional pour Nantes, mais globalement Pays de la Loire, pour BPI France. Céline Couchet, je ne me suis pas trompé, hein, c'est bien, qui est la présidente fondatrice de Bout à Bout. Et puis Quentin Lorenz, qui nous fait le plaisir de remplacer Nicolas, puisque Nicolas n'était pas dans une forme olympique, comme on dit en ce moment à Paris. Et donc, il représente la maison Néolithe. Alors, je vous invite, vous pouvez l'applaudir, je vous invite à vous rapprocher, à prendre place sur la scène. Alors, la première chose, Éric, quand on parle de la région Pays de Loire et qu'on parle de l'économie circulaire, est-ce que c'est juste un truc de bobo ou est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui va assez loin et sur lequel on est sur un vrai projet ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, bobo, non, je pense pas là. Sérieusement, je vois pas à quoi vous faites allusion. À nous, les Parisiens. Ah oui, c'est ça. Ah bah, alors on les croise qu'en vacances, mais ils n'ont pas la tenue de bobo, alors je les reconnais pas. Donc, mais continuez à venir en vacances en Pays de la Loire. Non, l'économie sociale et solidaire, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est dans mon champ, dans mon périmètre de mission. C'est quelque chose que l'on structure. Ça se compte par milliers, c'est 60 000 emplois. C'est aujourd'hui, je mets à part, je dirais, ce qui est déjà acquis par tout le monde, qui est on ne peut pas penser autrement. Voilà, donc. Je pense qu'on est sur un territoire où on n'est que 5 départements. Donc peut-être aussi, je peux repréciser que lorsqu'il y a eu redécoupage des régions, notre région est restée sur le même périmètre. Donc sur ce périmètre de 5 départements, on arrive à fédérer convenablement. Voilà, ou en tout cas avoir un écosystème qui est gérable. Alors je ne sais pas si les autres gèrent ou gèrent pas, mais en tout cas, à 5 départements, c'est quelque chose qui nous rend gérable. Et l'ESS a été identifié depuis très longtemps, et c'est plutôt, à l'ouest, on est plutôt, là je vais mettre Grand Ouest, déjà historiquement dans un esprit assez coopératif, assez scope, c'est déjà très développé. Donc quand l'ESS, après la loi Hamon et la mise en place du schéma obligatoire à rédiger par les régions de l'économie sociale et solidaire, ça n'a pas été un effort particulier pour nous, parce que c'est quelque chose qui est déjà assez naturel. Alors, dans la vraie vie, vous faites comment pour accompagner les entrepreneurs sur ce sujet-là ? Alors, aujourd'hui, il y a trois leviers, on va dire, en tout cas 3 leviers. Il y a 3 axes que l'on veut absolument défendre et on se fixe là-dessus par rapport à tous les entrepreneurs. C'est l'axe d'impulsion et d'amorçage. En fait, toutes les zones à risque, on va dire. Voilà. C'est impulsion, amorçage. C'est ensuite tout l'accompagnement. Alors, l'accompagnement qui peut être fait sur subvention ou avance de trésorerie ou garantie ou prêt. Et surtout, après, c'est sur toute la partie, dans les garanties notamment, et sur toute la partie levier où le privé n'irait pas et où il y a une part de risque et où là, on peut emmener avec nous les partenaires. Alors, avec BPI, c'est presque du 100%, pratiquement sur chaque dossier. Et le fait d'être l'un, alors là, ça rentre par chez nous ou ça rentre par la BPI vient nous chercher, on va chercher la BPI. Donc là, on est plutôt en force d'amorçage, en force de garantie. Et si on prend après l'autre partie, c'est... s'il n'y a pas le ROI, le retour sur investissement immédiat, si on prend l'exemple de Néolithe, sur Néolithe, de mémoire, ça doit être sur 6 millions, on a dû garantir 3 millions avec BPI, donc on va leur donner de la garantie, ce qui permet de faire du levier bancaire classique, et le banquier classique est plutôt assez rassuré en tout cas sur l'engagement. Ensuite, tous les dispositifs que l'on a pour faire passer les dossiers dans les comités d'agrément ou en tout cas dans les comités, ça permet aussi aux acteurs privés ou aux actionnaires de demain d'avoir aussi une forme
on va dire, de garantie ou de label, de dire, bon, le dossier, il a déjà été étudié, la région a déjà mis 1 million. Bon, c'est des entreprises comme vous avez là, il y en a d'autres, et on met des tickets, on met pas des tickets pour voir, on met des tickets pour avancer et pour jouer. C'est-à-dire que si l'enjeu il est important, si je prends ces 2 entreprises-là, c'est 2 enjeux importants, mais où le temps pour conquérir le marché, le time to market, il est quand même assez loin, le temps de conquérir et tout, donc ils réussissent leur levée de fonds, mais on est toujours en soutien permanent. Donc une vraie volonté de les accompagner, une vraie volonté aussi de les accompagner avec les bons outils, parce qu'on l'a vu, vous travaillez main dans la main, mais dans la réalité, la proximité aussi des entreprises, c'est vous, BPI France. Alors c'est nous, je rejoins Eric, on est parfaitement alignés sur notre plan stratégique région BPI France. D'ailleurs, quand il a fallu choisir la thématique de cette bulle, il est paru assez évident et assez naturel que ce soit sur le climat, transition, décarbonation. Après, pour spécifier le thème, qui était quand même assez vaste, on est parti sur un postulat sur effectivement les startups, dont on n'a pas encore spécifiquement parlé tout de suite, mais les startups dans l'économie circulaire étaient prégnantes sur le territoire. Et ça, je tiens à le signaler. Quand on fait un screening du territoire Pays de la Loire, aujourd'hui, c'est 110 startups industrielles présentes sur notre territoire. On m'entend pas ? On entend mieux là. 110 startups industrielles présentes sur le territoire, qui est le fruit d'un travail qui a été mené depuis des années avec la région, avec les équipes de la région sur le territoire. Donc ça, je confirme cet alignement total. Et sur ces startups industrielles, globalement, c'est 80% d'entre elles qui sont directement en mesure d'adresser les défis de l'économie circulaire. Quand on dit ça, c'est les réductions de déchets, le réemploi, la durabilité industrielle des produits, etc. Donc c'est quand même colossal. Et aujourd'hui, le travail des équipes conjointes, et d'ailleurs, il n'y a pas que nous dans l'écosystème à l'avoir fait, il a permis aujourd'hui, on en est au stade où ça irrigue dans l'économie régionale, avec de vrais impacts économiques, et non pas que environnementaux d'ailleurs, avec aujourd'hui des inaugurations d'usines qui se multiplient. On a ici 2 superbes témoins qui illustrent parfaitement ce cas, mais je les laisserai en parler parce que c'est l'objectif principal. Voilà. Et pour en revenir à votre question sur les financements, on complète effectivement avec la région parfaitement le panel. Je ne vais pas faire un catalogue parce que vous savez qu'on a quand même beaucoup d'offres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce segment spécifique, il se trouve que les startups industrielles de l'économie circulaire sont à la croisée parfaite de 3 plans stratégiques chez nous, qui sont la Deep Tech, où il y a des gros moyens pour faire émerger, vous connaissez l'ambition, 500 Deep Tech par an au niveau national. Les Pays de la Loire, on se défend plutôt bien. Le deuxième plan, c'est le plan start-up industriel en tant que tel. Donc là, c'est typiquement les 2 exemples qu'on a ici. C'est les usines qui sortent de terre, avec l'objectif derrière de dupliquer sur le territoire, en local, des unités de production qui permettent d'irriguer notre région et de réaliser finalement le Green Deal régional, et espérons-le national d'ailleurs. Et le 3e plan, c'est le plan climat, évidemment, ça va de soi. Donc c'est accompagner effectivement les startups qui sont des offreurs de solutions potentielles, mais aussi des entreprises en décarbonation elles-mêmes. Voilà. Donc ils sont à la croisée des 3 plans qui irriguent forcément en termes de, j'allais dire, financiers. Autrement dit, ils sont au cœur de notre business, quoi. Voilà. Alors on a vu qu'on a des fertilisateurs de territoire, on a des personnes qui sont là pour faire les branchements derrière. Et alors vous, derrière, vous avez fait la mise en action, la mise en magie. Peut-être vous, Céline, vous nous rappelez ce que c'est. Célie. Ah mais non, mais c'est fou quand même. Célie. Vraiment changer mon prénom. Non, c'est moi qui vais quand même. Donc Célie, vous, votre truc, c'est le verre, et votre entreprise, c'est Bout à Bout. Oui, notre objectif chez Bout à Bout, c'est de relancer la consigne des bouteilles en verre, donc la consigne pour réemploi des bouteilles et des bocaux en verre, et d'en refaire une habitude de consommation. Et donc on existe depuis 2016. Au début, on était une petite association citoyenne avec une grande ambition, mais avec un marché qui n'était pas encore mature. Et aujourd'hui, on ouvre la plus grande usine de lavage de bouteilles en France grâce au soutien de la région et la BPI dans notre dossier de financement. Donc on a plusieurs actions. On accompagne les producteurs dans la transition de leurs contenants, bouteilles, étiquettes, etc. On met en place un dispositif de points de collecte, donc dans les magasins, qui récupèrent les bouteilles des consommateurs.
On développe aussi une logistique de collecte dans ces magasins, de tri et enfin de lavage. Donc il nous fallait un outil industriel à la hauteur des attentes en termes de qualité de grands metteurs en marché. Et aujourd'hui, on l'a, donc on est prêt à accélérer sur cette filière. Quand vous parlez d'une grande usine, c'est combien de mètres carrés, c'est combien de collaborateurs? Aujourd'hui, vous parlez d'une petite asso, mais aujourd'hui, ça pèse quoi? Alors aujourd'hui, on est une trentaine de salariés, donc 6 ans après. C'est en train de s'accélérer. Là, l'année dernière, on était 8. Donc voilà, il y a une petite accélération là depuis cette année. Et donc l'usine fait 2500 mètres carrés et elle pourra traiter 60 millions de contenants à terme en capacité. Ouais, vous pouvez l'applaudir, hein. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Merci. Bravo. Quentin, vous allez me parler de néolithe. Alors, racontez-nous aussi cette capacité d'économie circulaire, parce qu'on n'y pense pas vraiment, mais une fois qu'on l'a vu, on se dit, mais évidemment. Alors d'abord, le rapport au territoire. On est basé, nous, à Chalonnes-sur-Loire, qui est au sud d'Angers. Donc on a les pieds dans la Loire, qui est un fleuve très calme, très paisible et très beau. Donc attention à ce que vous dites, on n'est pas sur des gros fleuves à des gros flux. Non, j'ai dit juste que c'était pas navigable. Ah si. Ouais, sur une certaine partie, mais pas sur l'intégralité. Alors, vous viendrez faire du canoë-kayak en vacances avec Eric et moi, et ce sera très bien. Alors Néolith, c'est une entreprise de traitement de déchets, des déchets qui sont non recyclables, non inertes et non dangereux. Donc c'est ce qui d'habitude finit dans des sites d'enfouissement ou des incinérateurs. Donc dans des trous ou brûlés. Le propos de Néolith, c'est de construire des usines de traitement de déchets qui vont convertir ces déchets non recyclables en des granulats qui vont être utilisés dans du béton ou dans des sous-couches routières. C'est-à-dire qu'on va transformer ce déchet-là grâce à un processus de broyage, de mélange avec un liant minéral et de mise sous presse avec une extrusion qui va nous donner des petits cailloux qui sont ensuite intégrés. L'avantage de ces cailloux-là, c'est qu'en plus d'avoir un processus de traitement de déchets beaucoup plus propre et moins émetteur de carbone, là vous avez un puits de carbone qui séquestre à peu près 340 kg d'équivalent CO2 par tonne de déchets traités. Ces cailloux-là sont donc demandés par des entreprises de la construction, par des entreprises du BTP. Et donc Néolith a un double métier qui est d'abord celui de traiter des déchets et ensuite des granulats. Le rapport au territoire est important chez nous. On est donc à Chalonnes. On va bientôt déménager à Beaulieu sur l'Ayon. Alors je refais une petite parenthèse chauvine, mais c'est là où on fait les coteaux du Layon et on n'est pas loin des vins de Savenière, voilà. Et le Bonzo. Et ici, on va voir, nous, notre très grand siège qui a été permis par le financement conjoint des collectivités territoriales et de la BPI, dont la région Pays de la Loire, via un portage foncier qui nous permet aujourd'hui d'installer un site qui accueillera 500 personnes à terme. Aujourd'hui, on est 180. Et d'y installer pour nous notre atelier, une chaîne de traitement de déchets, de la R&D. Et donc, ce sera notre grand campus de traitement de déchets nouvelle génération. Alors, très vite, moi, j'ai une question. Alors, ce qui est génial, c'est que, entre guillemets, c'est la première fois où je vois que les personnes essayent de se battre pour récupérer des déchets dans leurs mains. Donc, c'est quand même juste génial. Vous devez être proche de la production de déchets? Alors, l'empreinte carbone du traitement de déchets est majoritairement dans son process de traitement et relativement peu dans le transport. Ça n'a pas beaucoup de sens de traiter un déchet de l'Est pour le traiter à côté d'Angers. Donc on a plutôt une approche locale. Aujourd'hui, on a un site de traitement à côté d'Angers, que Eric connaît bien, qui traite autour de 30 000 tonnes de déchets annuels. Ce site-là capte des flux de déchets locaux. À terme, on a vocation à installer des usines de traitement avec d'ailleurs davantage de capacité. On sera autour de 100 000 tonnes de capacité de traitement et de les répliquer un peu partout dans tous les départements de France pour peu qu'on soit certain d'avoir des flux de déchets. Et ce modèle est réplicable à l'étranger. C'est ce que j'allais vous poser comme question. On va revenir sur... Enfin, moi, quand j'étais petit, je voyais des gens qui ramenaient des bouteilles à la consigne. Donc, on était encore sur un savoir-faire qui avait été perdu, que vous réanimez, j'allais dire. Comment ça peut se déployer plus largement et qui sont les personnes qui finalement vous financent et vous rachètent les contenants? Oui.
Alors en fait, il faut savoir que la filière a un petit peu évolué depuis qu'on l'a abandonnée en France. Notamment, les bouteilles se sont allégées pour s'adapter à un usage unique, donc ce qui faisait sens. Et on est passé quasiment intégralement à des étiquettes qui sont adhésives, donc qui ne s'enlèvent plus très bien au lavage. Donc on leur demande de très bien coller et de très bien s'enlever. Donc il y a pas mal de R&D finalement. On ne peut pas remettre en place cette filière à l'identique. Et il y a surtout toutes les structures de récupération à mettre en place dans les magasins. Donc on a malheureusement abandonné cette filière et il y a un peu de travail pour la mettre en place. Et donc aujourd'hui, ce sont des metteurs en marché, donc des brasseurs, des vignerons, des producteurs de jus, de cidre, etc., de soft, qui transitionnent vers le réemploi, donc avec des contenants adaptés, standardisés, des étiquettes qui sont prévues pour s'enlever au lavage, et qui ensuite nous rachètent ces contenants standardisés. Et on gère finalement ce système circulaire de manière assez territoriale, c'est-à-dire que si on a un standard qui est collecté dans le sud de la France, on va le laver, si on le récupère, s'il est vendu chez nous, on le récupère chez nous et on le revend en local. C'est tout l'intérêt d'avoir une standardisation. Ça répond à la question ? Ça répond parfaitement à la question. Merci. C'est quoi le coup d'après ? Alors le coup d'après, c'est de déménager à Beaulieu, ce qui n'est pas une mince affaire. On a choisi la répartition des bureaux, c'est un bon plan déjà. Le coup d'après, c'est une levée de fonds qu'on va annoncer dans quelques jours ou semaines, assez importante, sur laquelle on va pouvoir capitaliser pour la croissance organique de l'entreprise. Et le vrai coup d'après, c'est l'installation de ces usines de grande capacité. On est en train de peaufiner un modèle qui est techniquement plus sûr et qui nous apportera des marges plus conséquentes, puisque, je le dis, si on est dans un domaine d'économie circulaire, on a toujours un devoir de compétitivité. Si on ne s'aligne pas en termes de prix, on ne trouvera pas de marché, ou alors on aura des marchés factices et subventionnés qui ne seront pas durables. En revanche, vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux autres, par rapport à votre positionnement RSE. Oui, par nature, on ne fait pas partie de ces entreprises qui corrigent le tir pour aller vers du vert. On a une composante écologique qui est intrinsèque, qui est même le fondement de l'entreprise, et je pense que c'est pareil chez Célie. Et donc on a cet avantage qui est notoire et qui est aussi un argument de vente qui est certain. Pas dans tous les domaines, il y en a pour qui c'est pas encore vraiment la priorité. Le facteur prix prime, c'est pour ça que nous on fait des efforts importants là-dessus. Mais après, oui, évidemment, on a une empreinte carbone, nous, qui est bien moindre par rapport à l'enfouissement ou à l'incinération, et qui, en plus de ça, je le disais, génère des puits de carbone qui est en train de circuler. Là, vous avez donc une double valeur. Je voudrais juste revenir pour Benoît. Accompagner des entrepreneurs comme ça doit être... c'est hyper ennuyeux. Une grande fierté. Non, je pense que ça doit être déjà passionnant, mais je pense que c'est aussi une grande fierté et peut-être la possibilité d'en inciter d'autres à y aller. C'est l'objectif, hein. Je le disais tout à l'heure, on est parti sur un train de massification et tu le disais très bien, on va dupliquer les sites qui sont chez Néolith, pour prendre l'exemple de Néolith, chez Boutabou bien entendu, localement pour avoir une logique territoriale. Donc ça, c'est stimulant. Et l'objectif après, c'est d'embarquer d'autres startups industrielles dans le secteur pour continuer d'irriguer l'économie, on va dire, régionale, sachant que la région, on ne l'a pas dit, mais elle bénéficie d'avantages intrinsèques. Elle a je ne vais pas faire une tirade sur l'économie régionale, mais un héritage industriel qui est colossal, qui est multisectoriel. Il n'y a pas un secteur d'activité qui est prégnant. On a vraiment une représentation dans l'agro, dans l'aéro, dans le naval, passe dans tous les secteurs industriels, et qui donne une expertise et des infrastructures de qualité d'ailleurs à des start-upers, start-up industrielles de l'économie circulaire, qui leur fait gagner un temps colossal. Donc ça aussi, on bénéficie de cet historique, on va dire. Donc une grande fierté. Je vais revenir sur cette question de fierté. Célie, je ne me suis pas trompé pour une fois, je crois. Ouf, je finis plutôt pas trop mal. Votre grande fierté aujourd'hui, votre grande fierté dans 3 ans ? Alors aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'usine avec l'inauguration dans quelques jours. Donc on est vraiment là, c'est vraiment une grande fierté de voir cette machine en fonctionnement avec des bouteilles qui ressortent plus propres que les neuves. Et notre fierté dans 3 ans. Là, la prochaine étape pour Boutabou, c'est de se développer au niveau territorial sur d'autres territoires de l'Ouest. Donc là, on est en train de se développer en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine avec des sites de massification qui viendront dans un premier temps irriguer cette laveuse industrielle pour la saturer, parce que maintenant qu'on a la plus grosse machine, il faut la remplir. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller justement ouvrir d'autres centres de lavage pour laver au plus proche des territoires. Génial. Quentin, la grande fierté ?
La fierté, c'est de réussir à réduire l'impact environnemental. C'est notre mantra, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin pour aller bosser. On est une entreprise, donc on a un impératif générer des bénéfices, mais ce qu'on se dit, c'est que la force de l'industrie, c'est qu'il y a un effet multiplicateur en termes environnementaux qui est colossal. Donc c'est des coûts d'entrée qui sont importants, mais on observe qu'il y a un petit virage dans l'investissement vers de la réindustrialisation, donc on a moins de peine qu'il fut un temps. Et puis, on sait qu'à chaque tonne de déchets traités, on va avoir une empreinte carbone qui va être considérablement réduite. Et ça, c'est vraiment notre motivation première. Ah. Oui, pardon, je allez-y. me permets de rebondir parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en termes écologiques aussi, au niveau du réemploi, c'est assez intuitif en général, mais on économise énormément d'énergie parce que le recyclage, c'est bien sûr mieux que l'enfouissement ou l'incinération, mais ça demande quand même de refondre le verre à 1500 degrés pendant 24 heures. Et en comparaison avec le lavage de ces contenants, on évite 79% d'émissions de CO2, 51% d'eau et 77% d'énergie. Donc c'est colossal. C'est colossal. Vous avez ouvert la table ronde, vous allez la fermer, Eric. Votre fierté à vous? La fierté, c'est que par les témoignages, c'est d'abord ça. Et ça veut dire que est-ce qu'on a bien fait le travail ou pas le travail. Alors, Boutabou est arrivé chez nous par la porte CCI Loire-Atlantique. Chez Néolith, c'est arrivé par les développeurs économiques de l'agence de développement. Et une fois que, je me souviens très bien, Nicolas avec son papa est maçon, donc on va dire broyer des gravats pour faire ça. On se dit bon, tout le monde est capable de broyer. Il fallait être en capacité effectivement de trouver le process industriel plus le liant, etc. pour faire ça. Et quand, c'est ce que je disais en début, quand c'est notre travail, quand ils arrivent, là, il faut dire bon, on va où? Voilà, on va où? Alors évidemment, comme tout. On se parle avec l'écosystème, tout. T'as vu le dossier, Nicolas, t'as vu le dossier. Bon, l'aspect humain, bon, oui, ça a l'air solide. La trajectoire, on peut pas être expert en tout, on peut pas savoir ce qui va se passer. Et c'est ce que je dis, bon, on prend le risque, on le prend pas. Bon, on le prend. Les enjeux sont pas les mêmes. Là, c'est l'usine, faut mobiliser la SEM. On a mobilisé la SEM pour construire, pour porter le foncier. Donc depuis le début, on porte ce projet de foncier en 2 tranches. Donc voilà, toutes les collectivités sont impliquées là-dedans. Et après, tout l'écosystème et tout le dispositif. Donc la fierté, c'est de dire, bon, ils arrivent en association à 6, ils arrivent avec une idée, on ne sait pas bien où ça va. Et on est là pour simplement constater qu'ils sont presque... à la première étape, et ils vont franchir les autres étapes. Donc après, on se retire, on fait le job, et voilà, on a impulsé au bon moment, et on les a pas freinés, on les a accélérés, et on est fiers d'eux. En tout cas, nous, on peut vraiment être fiers de vous, et on peut vraiment vous applaudir pour cette belle table ronde, pour ces beaux témoignages, et puis pour la suite à venir. Voilà, merci à vous. Et juste après, on se retrouve avec le grand test.